Bien, nous allons reprendre. Mes chers collègues, dans le cadre de nos travaux d'enquête sur les modalités du contrôle par l'État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, nous avons souhaité organiser une table ronde réunissant les recteurs de plusieurs académies, ainsi que leurs directeurs académiques de service de l'éducation nationale d'Azen. Nous accueillons cet après-midi Madame Julie Benetti, rectrice de la région académique Île-de-France, rectrice de l'Académie de Paris, et Monsieur Laurent Noé, directeur de l'Académie de Paris. Madame Anne Bizani-Fort, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l'Académie de Lyon, et Monsieur Jérôme Bourne-Branchu, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône. Monsieur Guillaume Jolet en visio, recteur de la région académique et le DAZEN de l'Académie de Guyane. Et monsieur, vous avez les deux fonctions. Et monsieur Guillaume Hicher, directeur de cabinet du recteur, qui sont naturellement avec nous en visio et qui m'entendent, je pense. Oui, très bien. Parfaitement, Madame la Présidente. Très bien. Madame Hélène Insel, rectrice de l'Académie de la région Bretagne, rectrice de l'Académie de Rennes, et Madame Catherine Moalec, d'Azen du Finistère. Merci à toutes et tous de vous être rendus disponibles pour cet échange. Nous souhaitions notamment qu'ils nous permettent d'y voir plus clair sur le fonctionnement des services déconcentrés de l'éducation nationale lorsqu'un cas de violence dans un établissement scolaire est signalé d'une manière ou d'une autre. Je précise que cette réunion est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale et y sera consultable en vidéo. Elle fera aussi l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Notre échange prendra la forme de questions et de réponses. Je poserai les premières questions, puis les deux rapporteurs, Violette Spilbou et Paul Vanier, poseront aussi leurs questions. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées, dans le cadre de travaux d'enquête, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous demander donc, à tour de rôle, d'ouvrir votre micro, puis de l'éteindre, et dans le micro, de dire « je le jure » en levant la main droite. Madame Benetti, si vous voulez commencer. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Non. Je le jure. Il faut éteindre votre... Voilà, très bien. Je le jure. Et en Guyane. Donc je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Pour commencer, voici mes premières questions. Disposez-vous de données sur le nombre de cas de violences commises par des adultes sur des enfants en milieu scolaire au sein de votre département ou de votre région académique? Par ailleurs, par quels acteurs les signalements vous sont-ils généralement remontés? S'agit-il de signalements par les victimes, par des parents d'élèves, par des enseignants ou par des chefs d'établissement? Je vous écoute. Qui veut commencer? Merci. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, à titre liminaire, au nom de toutes les personnes auditionnées aujourd'hui par votre commission, mais au-delà de tous les recteurs et directeurs académiques, je tiens à exprimer très simplement notre émotion, le choc que nous avons éprouvé collectivement face aux témoignages qui se sont succédés dans la période récente de violences commises par des adultes sur des élèves dont ils avaient la responsabilité et le devoir premier d'assurer la pleine sécurité. Nous voulons témoigner ici de notre plein soutien aux victimes et de notre volonté d'agir avec force et détermination pour prévenir la réitération de tels drames et assurer à tous les enfants et adolescents, comme à leurs familles, la priorité absolue qui est la nôtre
de protéger nos élèves contre toute forme de violence, quel que soit leur établissement. Nous avons tous vocation à réinterroger nos procédures à l'échelle de nos académies pour nous assurer que tous les moyens sont mis en œuvre pour le recueil de la parole de nos élèves, le traitement des signalements et le renforcement des contrôles des établissements scolaires, ainsi que le prévoit le plan « Brisons le silence, agissons ensemble » annoncé par Madame la ministre d'État. Nous apportons tout notre concours à votre commission dans le cadre de cette audition et au-delà du questionnaire que vous nous avez adressé, et espérons, à la faveur de cet échange qui va suivre, qu'il pourra éclairer le mieux possible vos travaux sur nos modalités d'action et notre pleine mobilisation. Vous nous avez interrogé, Madame la Présidente, sur les données dont nous disposons quant au nombre de cas de violence sur des enfants commises par des adultes en milieu scolaire. S'agissant de l'Académie de Paris, pour l'année scolaire en cours, donc depuis la rentrée, nous avons recensé 28 signalements, incluant tout personnel, établissements publics et privés confondus. 28 signalements, 8 pour violences verbales, 11 pour violences physiques, 9 pour violences sexuelles. Ces signalements se répartissent comme suit: 15 pour les écoles de l'enseignement public, 11 pour les établissements publics du second degré, 2 pour les établissements privés du second degré. Oui, allez-y, je vous en prie. Concernant l'Académie de Lyon, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les rapporteurs, donc les faits établissements, alors les remontées nous arrivent dans le public dans la grande majorité des cas par l'application fait établissement et beaucoup plus rarement par des courriers que nous pouvons recevoir d'alerte et nous croisons à ce moment-là pour savoir si nous les avions repérés dans les faits établissements. En termes de nombre, nous avons donc pour l'année, en année pleine, l'année scolaire précédente, 23-24, 42 faits dans l'établissement public de violences verbales, physiques ou sexuelles, ce qui correspond à 0,79% de tout ce qui nous est remonté dans l'application fait établissement. Et parmi ces 42 faits, 5 concernent le premier degré, dont 1 de violence sexuelle et 4 de violence physique. Dans l'année en cours, nous avons 41 remontées, donc à date, ce qui correspond à un petit peu plus d'1% des faits complets remontés, dont 9 dans le premier degré. Concernant l'enseignement privé, nous disposons des informations au travers de signalements qui nous remontent principalement par les directeurs diocésains, en général d'ailleurs via les DAZEN, et beaucoup plus rarement par l'utilisation de l'application fait établissement. Et donc en nombre, en 23-24, donc sur une année pleine, 12 faits sont remontés, dont 5 dans le premier degré et 7 dans le second degré. Et sur l'année scolaire en cours, 7 faits, dont 1 dans le second degré, 6 dans le second degré. Je vous remercie. Nous passons peut-être à l'Académie de Guyane et puis après, voilà, l'Académie de Guyane. Oui, donc en réponse à votre question, pour l'année scolaire 2024-2025, nous avons sur un total de 432 remontées, donc faits établissement, 13 qui concernent des faits impliquant des violences commises sur des élèves ayant pour auteur des personnels, 4 dans le premier degré et 9 dans le second degré. Ça représente à l'heure actuelle 3% de la totalité des faits remontés. Et pour l'année précédente, pour 688 remontées, nous avions 11 de ces remontées qui concernent des faits impliquant des violences commises sur des élèves par les personnels, une dans le premier degré et 10 dans le second degré. Comme mes collègues, la principale voie de remontée donc, est l'application fait établissement, mais on a aussi parfois donc, des appels téléphoniques de personnel ou de parents d'élèves, des courriels aussi qui peuvent parfois donc nous signaler des faits qui n'auraient pas été remontés par l'application ou préalable à la remontée par l'application. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Guyane est un territoire particulier, que la connectivité numérique
n'est pas forcément présente donc à tous les instants dans tous les sites de Guyane, et que parfois ces remontées peuvent nous arriver par des canaux qui sont des canaux téléphoniques. Donc par exemple, pour que nous puissions les traiter plus rapidement. Je vous remercie. Pour l'Académie de Rennes. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, pour l'Académie de Rennes, sur l'année 23-24, c'est un total de 39 violences faites par des adultes sur les élèves, dont 10 dans le premier degré et 29 dans le second degré, avec une répartition pour le premier degré 6 publics, 4 privés, et dans le second degré 22 publics et 7 privés. En ce qui concerne l'année en cours, on est sur un total, alors qu'elle n'est pas achevée, quasiment identique, de 38 cas, de 38 faits, dont 14 dans le premier degré et 24 dans le second degré. Les 14 se décomposent en 8 publics, 6 privés et 21 publics. Et là, peut-être noter qu'il y a 5 AED ou AESH qui sont concernés cette année dans les adultes et 3 privés. Voilà. Et alors, quant aux voies par lesquelles on découvre, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit par mes collègues, si ce n'est qu'évidemment le signalement, en attendant qu'il devienne obligatoire, est quand même un peu plus difficile en général pour les établissements privés, mais que les dialogues des DAZEN avec des DEC, et notamment en cas de violence, dans des cas très importants, sont relativement dans l'échange à cet égard. Voilà. Sinon, on a effectivement, en gros, quand même, la presse qui nous enfin, on découvre quand même des choses par la presse, à peu près à 2%. 2%. Voilà. Alors, il y avait aussi la question de comment sont remontés ces signalements. Vous avez beaucoup parlé des faits établissements, donc ils sont remontés par les chefs d'établissement. J'aimerais savoir aussi s'il y a des victimes qui contactent notamment les DAZEN ou des parents de victimes. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait essayer de répondre à cette question? Peut-être les DAZEN des académies. Madame Moalek, vous voulez... Moualik. Oui, Moualik. Pardonnez-moi. Pardon, c'est parce que je ne vois pas bien votre pancarte. Oui, effectivement, sur toutes les situations de faits de violence de nos personnels sur les élèves, finalement, c'est moins par les faits établissements que par les courriers, que par les alertes, alors soit du DDEC, soit aussi via la préfecture, puisqu'on est en lien quasiment quotidien avec le préfet, et parfois c'est le préfet ou son directeur de cabinet qui nous alerte sur des situations sur lesquelles ils ont la connaissance, notamment de plaintes. Voilà, donc en fait, sur l'application fait établissement, elle fonctionne principalement sur des faits de violence d'élèves, enfin, dans le milieu scolaire, et potentiellement aussi lorsqu'il y a des faits de violence d'adultes sur nos élèves. C'est principalement, notamment pour tout ce qui concerne les violences intrafamiliales. Voilà. Et là, c'est via l'article 40, notamment, qu'on a ces remontées-là. Oui, allez-y, je vous en prie. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs, oui, peut-être la nature des faits fait qu'il y a une modalité de transmission qui peut être un peu particulière, parce que ce n'est pas n'importe quel fait, un fait de violence d'un adulte en responsabilité d'encadrement sur un élève qui lui est confié en responsabilité. Et donc effectivement, on observe, comme Madame Le Moualik l'a précisé, qu'il peut y avoir certes parfois une régularisation après coup dans faits établissements, et notamment pour l'enseignement public, des faits qui nous sont remontés, mais qu'on peut avoir une assez grande diversité des canaux par lesquels ils nous sont remontés. Ce peut être un courrier qui saisit directement le directeur académique par le parent d'élève d'une situation. Ce peut être un maire qui en fait état, dans le premier degré notamment. Ce peut être éventuellement une fédération de parents d'élèves qui le relaie. Ce peut être éventuellement un professionnel, qui s'en ouvre à l'autorité académique directement, et qui
d'inquiétude de ce qu'ils constatent. Donc il y a une certaine spécificité en un sens de cette déclaration, même si ensuite elle retrouve le droit commun du fait établissement pour l'enregistrer et lui donner la modalité de communication qui est réputée être utilisée pour tout fait survenant en milieu scolaire, notamment dans l'enseignement public. Très bien, merci. On s'arrête là, donc Madame la rapporteure, allez-y. Peut-être. Ah oui, bien sûr. Si vous m'y autorisez, simplement signaler à l'attention de la Commission le fait que l'Académie de Paris bénéficie d'une procédure spécifique de remontée d'informations qui remonte à une convention qui avait été conclue en 2007 entre le rectorat, la préfecture de police et également le parquet des mineurs près le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que depuis d'ailleurs les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Procédure donc particulière de remontée d'informations qui se décline à travers des rapports dits d'infraction en milieu scolaire, les RIMS, qui sont donc renseignés par les directeurs d'école ou les chefs d'établissement et qui, dans l'Académie de Paris, a précédé la mise en œuvre de l'application fait établissement. Avec l'intérêt de cette procédure qui est de favoriser le partage d'informations simultanées avec la police, puisque en cas de fait grave, le directeur d'école ou le chef d'établissement va rédiger un RIMS qui va permettre une remontée d'informations par l'intermédiaire d'un support qui est uniformisé et qui est transmis simultanément à la police, à l'équipe académique bien sûr et au parquet pour mineurs. Allez-y Madame la rapporteure. Merci Madame la rectrice. Ça va faire la transition sur ma première salve de questions sur le sujet des conventions. En ayant fait des déplacements avec mon co-rapporteur sur place et sur pièce, nous avons eu connaissance assez rapidement de deux types de conventions assez généralisées. Une convention entre l'éducation nationale et le conseil départemental sur le sujet de la transmission des informations préoccupantes, de la remontée des statistiques de l'absentéisme avec un taux d'absentéisme qui peut déclencher une information préoccupante et un déclenchement d'enquête sociale. Et une deuxième convention qui est la convention entre l'éducation nationale et la justice au niveau territorial sur le partage d'informations. Il apparaît dans les auditions suite à ces conventions qu'elles sont souvent existantes et signées mais peu pilotées, peu animées. Quand je dis animées, ce sont des réunions régulières de partage d'informations sur le sujet des violences sur les enfants. Et la deuxième chose, c'est que dans le cadre de la Convention Éducation nationale justice, il semble qu'il soit recommandé, mais absolument pas systématique, que lorsque le parquet reçoit une plainte qui concerne un enseignant, et une violence sur élève, vous soyez automatiquement informé. Comme Madame le disait, c'est parfois par la presse qu'on informe qu'il y a une enquête. Donc, est-ce que sur ces deux types de conventions, vous pouvez nous dire comment ça fonctionne aujourd'hui, l'animation de ces conventions qui ont été signées, et quelles sont peut-être, pour aller directement, les propositions ou les choses qu'il faut faire évoluer, puisque Madame la rectrice vous indiquait, et c'est aussi le rôle de cette commission d'enquête, qu'au-delà du rapport final, déjà toutes les questions qu'on se pose collectivement depuis un mois font bouger beaucoup de choses au regard du nombre de victimes qui libèrent leur parole. Alors, qui veut commencer? Académie de Lyon. Allez. Oui, allez. Je pensais que la première partie de la réponse pouvait être faite plutôt au niveau départemental, parce que c'est les conventions qui touchent DAZEN et justice. Ce que je peux dire, par contre, en tant que rectrice de l'Académie de Lyon depuis le 26 mars dernier, c'est que ce qu'il m'est rapporté, c'est qu'il y a une grande fluidité d'informations et que les services du procureur informent immédiatement s'il y a des professeurs mis en cause, qui nous permet à ce moment-là d'avoir une action de suspension à titre conservatoire d'un professeur, enfin d'aller regarder immédiatement ce qui se passait, suspension à titre conservatoire, donc que le professeur d'ailleurs soit de l'enseignement public ou de l'enseignement privé, permettant de lancer la caractérisation de faits, le cas échéant, d'en savoir plus. Donc dans ce sens-là, c'est très fluide. Ce qui pose question après, c'est le temps ensuite, s'il y a une enquête, procureur, c'est les 4 mois de la suspension à titre conservatoire des professeurs
qui, parfois, n'est pas le temps de la justice. Et je ne sais pas si c'était votre question. Parce que par contre, sur le suivi des conventions départementales, je pense qu'il revient plutôt au DAZEN de répondre. Alors, nous avons effectivement dans le Rhône 2 parquets, le parquet de Lyon et le parquet de Villefranche, avec lesquels nous avons une convention éducation nationale, justice, chapeau, qui couvre l'ensemble des coopérations Kidouli dans tous les champs de l'action qui peut être partagée. Le constat est que nous avons plutôt investi ces derniers temps, en collaboration avec les parquets, les enjeux de protection des personnels, qui est aussi un autre sujet important, pour avoir des modalités d'intervention conventionnées avec les parquets, notamment les délégués du procureur, de telle sorte que des professionnels qui ont pu être, à l'inverse, agressés par un usager direct ou indirect, et notamment parents d'élèves, dans le cadre de ces missions, puissent bénéficier d'une protection et que des démarches puissent être faites par rapport, par exemple, à rapport à la loi infrapénale par délégué dans le lieu scolaire ou dans un lieu tiers. Il n'empêche, nonobstant ce sujet qui nous a beaucoup, ou de la même manière, pour prendre une autre forme de violence, la question du harcèlement nous a aussi beaucoup occupé. Alors là, pour le coup, dans une logique de protection des élèves, nous avons conventionné dernièrement pour définir un régime d'intervention qui soit supra-éducatif, quand le harcèlement résiste au traitement éducatif, mais infrapénal, avec là aussi une mobilisation des forces de sécurité intérieure qui, au nom du parquet, viendront intervenir pour rappeler à la loi et aux exigences de cessation des faits qui sont reprochés à un élève auteur ce processus de harcèlement. Et dans ce cadre général, bien, nous avons des relations aussi qui couvrent les autres champs, qui sont notamment des mises en cause, qui peuvent être celles de personnel relativement aux élèves. Comme le soulignait Madame la rectrice, les échanges sont je crois, très fluides. J'espère qu'ils évitent tout raté, tout manquement d'identification d'une situation. Ils le sont. Je peux prendre un exemple qui est un exemple très récent, qui date du 25 mars dernier, où par exemple le parquet de Lyon nous informait d'une suspicion de consultation d'images pédopornographiques par un professeur, un étudiant en deuxième année master alternant et intervenant partiellement sur son service dans le milieu scolaire, dans le cadre de son stage, du stage qu'il réalisait, et que nous avons pu ainsi suspendre pour protéger les usagers que sont les élèves. C'est un exemple très récent qui montre le type de coopération que cette convention chapeau permet d'installer dans les relations professionnelles. Merci. Pour poursuivre, dans une des auditions, il nous a été indiqué qu'il existait un référent justice au sein de l'éducation nationale, au sein de chaque territoire. Est-ce que vous pouvez, peut-être l'un des territoires, nous indiquer s'il est bien présent partout à votre connaissance et quelles sont ses missions et son rôle par rapport à l'animation de ces conventions et ce suivi des signalements, que ce soit d'encadrants potentiellement délictueux ou de victimes? Alors, n'hésitez pas, si la Guyane veut répondre, à lever la main, parce que sinon, on a du mal. Allez-y, monsieur Gelé. Peut-être. Oui, juste, je vais répondre en fait, peut-être en revenant sur le dernier point, en Guyane, plus qu'une fluidité d'information avec les services de justice, je pense qu'il y a même une vraie synergie dans certains cas. C'est extrêmement important parce que la Guyane est un territoire frontalier. Voilà, on est entouré notamment du Brésil et du Suriname, et nous avons des bassins, notamment Saint-Laurent-du-Maroni, qui se trouvent à quelques minutes en fait de pirogue du territoire du Suriname. Et si nous n'avons pas une pleine synergie entre les services de justice et le rectorat, parfois nous pouvons handicaper l'action de la justice. J'ai un exemple très récente, puisqu'il s'agissait d'hier en fait, où nous avons eu donc effectivement un enseignant qui était suspecté d'avoir commis des violences sexistes et sexuelles sur des élèves, et nous avons coordonné nos actions de sorte à ce que en fait la justice puisse le mettre en garde à vue, et pour cela nous avons différé la notification des procédures donc disciplinaires de l'enseignant par peur en fait qu'il quitte le territoire s'il était notifié de ces procédures disciplinaires. Nous l'avons fait juste après, on va dire, le signal du procureur nous permettant de lancer ces actions. Donc voilà, ça c'est un exemple qui illustre
vraiment une coopération assez importante. Après, pour l'animation des conventions, le référent justice est mon directeur de cabinet, en fait. Hein. Donc ici, nous sommes un petit rectorat, on va dire, en termes de moyens humains. Il peut peut-être vous en dire quelques mots, si vous le souhaitez. Oui, tout à fait, Madame la Présidente, la rapporteure. Simplement, c'est un travail en fait de coordination quasiment journalière sur ce travail de référent justice. Bon, il s'inscrit en fait dans le cadre d'un travail qui est porté depuis quelques mois et surtout depuis quelques semaines dans le cadre de la restructuration de l'activité des cabinets de recteurs, en particulier de la fonction de directeur de cabinet en tant que pilote dans ce qu'on appelle les services de défense et de sécurité académique. Donc c'est aussi le rôle de traiter les signaux péjoratifs, les signaux urgents, en lien évidemment avec les parquets, en lien aussi avec les effecteurs au niveau des forces de l'ordre, qui sont aussi des interlocuteurs en Guyane, singulièrement de premier plan, dès lors qu'on a des signalements péjoratifs. Donc c'était simplement pour faire cette petite précision-là. Je vous remercie. Allez-y pour l'Académie de Rennes. Oui, alors je confirme qu'il y a des référents justice dans toutes les académies qui sont, selon le choix et l'organisation de l'académie, soit le responsable du service juridique, soit justement le directeur cabinet. J'ai connu une académie où c'était comme cela, mais c'est au niveau académique. Il n'y a pas de référent au niveau départemental. Donc ça n'empêche pas, et je vais vous passer la parole, Catherine, et donc le référent justice est en lien évidemment avec les procureurs. Alors quelquefois on n'a pas toujours un retour d'information à la vitesse à laquelle on souhaiterait l'avoir, mais sur les sujets très graves dont on parle ici, je pense qu'il n'y a pas de problème d'échange, quoi. Là, sur ces sujets très graves, c'est sur des sujets un peu moins graves, enfin qui sont quand même embêtants, sur lesquels on n'a pas toujours un retour rapide. Voilà. Donc le référent justice échange avec les directeurs académiques, mais eux-mêmes, je pense, échangent avec les procureurs par ailleurs. Oui, alors effectivement, on a une convention et je pense que beaucoup de départements ont des conventions, mais vous avez posé la bonne question de savoir est-ce que cette convention vit. Et je crois qu'elle vit au moins une fois dans l'année où c'est un État, enfin pour avoir été dans plusieurs départements, on partage avec le préfet, les forces de l'ordre, les procureurs, on partage nos chiffres et on croise nos chiffres. Voilà. Et c'est un moment important où on a une photographie sur le département et où du coup on peut se projeter sur des actions à venir. Et puis dans cette relation avec la justice, ce qui est important aussi pour nous, c'est la relation de proximité avec les chefs d'établissement, notamment, hein, et notamment sur le département du Finistère, les substituts du procureur viennent à la rencontre des chefs d'établissement pour rappeler toutes les procédures, et notamment pour les nouveaux chefs d'établissement. Voilà. Après, dans le quotidien du signalement ou du recueil d'informations préoccupantes, et je pense que ça doit exister sans doute dans beaucoup de départements, à partir du moment où un chef d'établissement, un enseignant, un de nos personnels en tout cas, fait un signalement, par exemple l'article 40, nous sommes mis en copie, le DAZEN est mis en copie, pareil d'ailleurs avec l'enseignement privé, et la justice, en tout cas, assez vite, alors selon des délais qui peuvent varier, fait déjà un premier retour, en tout cas accuse réception, et ça c'est sécurisant. C'est-à-dire que le mail n'est pas parti dans la nature. Et le retour peut être non, on ne va pas plus loin, ou on transforme un recueil d'informations préoccupantes en signalement, ou une procédure judiciaire est en cours. Voilà. Et ensuite, vous l'avez évoqué, c'est dans le temps de la justice et le temps pour nous de la suspension. Parfois, parce que la justice va prendre son temps, en tout cas, il nous faut prendre une décision ou pas de suspension dans l'intérêt de l'enfant, mais aussi dans l'intérêt du personnel. Madame la rapporteure, pour l'Académie de Paris qui partage le privilège avec la Guyane d'être un département également, donc les distinctions département-académie n'ont pas forcément lieu d'être. Pour parler du référent justice, il y en a effectivement un comme dans chaque académie, qui en l'occurrence à Paris est le conseiller de la rectrice pour les établissements et la vie scolaire, et qui lui est en lien effectivement avec le parquet, avec toutes
toutes les autorités judiciaires et qui, en termes d'animation de la convention dont parlait Mme la rectrice tout à l'heure, eh bien, assure que chaque année, il y ait justement une relecture et une révision à la fois des procédures et des acteurs qui sont en jeu, puisque Mme la rectrice l'a signalé, c'était une convention qui datait de 2007 et donc qui a été actualisée régulièrement depuis. Et il y a également, puisque c'est la collègue qui m'y fait penser, chaque année une réunion où les chefs d'établissement sont également conviés autour justement des acteurs de cette convention pour en repréciser à la fois l'esprit, le cadre et tous les éléments. Et enfin, parce que là aussi c'est un point qui a été évoqué, ensuite le temps de la justice fait qu'il est nécessaire d'avoir des liens parfois avec le parquet qui sont également liés à la ressource humaine, au RH, et donc le directeur des ressources humaines de l'Académie est également l'un des interlocuteurs réguliers du parquet. Alors là, pour le coup, une fois qu'une procédure ou qu'une enquête est en cours, pour pouvoir justement avoir des informations quant aux éventuels faits nouveaux ou autres, pour pouvoir être au plus près, on va dire, des éléments qui justifient les suspensions ou les reprises. Donc c'est vraiment plutôt dirigé vers, comme vous le disiez, les élèves, les faits qui se passent dans les établissements à travers le conseiller établissement et vie scolaire, et quand il s'agit effectivement des personnels, un lien supplémentaire qui est fait à travers la direction des ressources humaines. C'est très très positif de vous entendre parce qu'après nos contrôles sur place et des auditions, notamment par exemple avec les syndicats d'enseignants, on a été plus interrogatif sur les trous dans la raquette. Pour être clair, il y a les conventions, il y a les réunions annuelles et puis il arrive qu'on découvre dans la presse un fait grave d'un enseignant. On se rend compte aussi qu'il y a l'autocensure ou la crainte des répercussions hiérarchiques qui ont été très largement exprimées dans la réunion avec les syndicats d'enseignants, mais aussi par des victimes qui nous écrivent ou des lanceurs d'alerte qui nous écrivent. Donc on sait que le système n'est pas parfait, mais en tout cas on sent aussi une forte mobilisation de l'ensemble des cadres de l'enseignement pour que ça bouge et c'est dans le sens de notre commission d'enquête. Alors plus précisément, là vous venez d'évoquer ce sujet de la réunion annuelle. On a noté une grande faille dans la formation des enseignants de tous les niveaux sur la façon de faire un article 40, une information préoccupante et une forte diversité des niveaux d'information, de formation dans les différentes académies, les différents établissements. À ça, au niveau du ministère de la Justice, nous a été expliqué qu'une bonne pratique, donc c'est pas une obligation semble-t-il, mais enfin une bonne pratique bien répandue, serait que chaque parquet anime une fois par an une réunion avec l'ensemble des chefs d'établissement du public et du privé. Il semble, du ministère de la Justice, que ça ne soit pas du tout mis en place partout. Donc, à votre connaissance, ma question c'est, à votre connaissance, dans votre académie actuelle ou ancienne, madame, y a-t-il cette réunion annuelle qui permet de partager les pratiques, la remontée des chiffres, mais aussi les besoins en formation et en explication pédagogique, notamment, je pense, par rapport à des faits qui sortent dans la presse, et est-ce qu'elle associe uniquement les chefs d'établissement publics ou également les chefs d'établissement publics et privés, ou est-ce que c'est d'autres modes? J'ai entendu le substitut du procureur se déplace dans certains établissements. Voilà. Comment c'est pratiqué dans la réalité? Oui, allez-y. Allez, je vous en prie pour l'Académie de Rennes. Ah. Non, pas. Oui, là, non, c'était Lyon. Lyon. Alors, en fait, je vais répondre, en effet, sur mon expérience précédente, comme ça m'était suggéré, c'est-à-dire mon expérience dans l'Académie de Bordeaux, pour indiquer que assez récemment, lorsque il a été évoqué les articles 40, en fait, sur un autre sujet, à savoir la prévention et la lutte contre le harcèlement à l'école, on s'est effectivement aperçu qu'il y avait un manque d'expérience sur comment rédiger un article 40. Et donc, il y a eu des actions à 3 niveaux. Un niveau autour de la personne dans l'académie, qui est ce qu'on appelle la déléguée académique à la formation des personnels d'encadrement, qui a donc proposé aux chefs d'établissement en webinaire, donc inviter tous les chefs d'établissement à des formations de ce type-là, en lien avec la référente justice qui est dans cette académie, comme dans l'Académie de Lyon, la directrice des affaires juridiques. Des DAZEN ont pris l'initiative de travailler avec leurs contacts, effectivement en département, au niveau des parquets. Et l'IH2EF propose aussi, dans la formation initiale des enseignants,
pour les personnels de direction. Pardon, je reste là effectivement dans ma réponse sur les personnels de direction. Je n'ai pas connaissance personnellement de ce qui est proposé aux enseignants sur ce sujet-là. Mais je répondais pour les chefs d'établissement et dans mon expérience de l'Académie de Bordeaux. Pardon, ma question est assez précise sur le rôle des parquets. C'est-à-dire, est-ce que les parquets animent, à votre connaissance, par exemple dans l'Académie de Bordeaux que vous évoquiez, une fois par an, une réunion annuelle des chefs d'établissement publics et privés? Je dois vous dire que je ne sais pas qui mobilise cette déléguée académique à la formation des personnels d'encadrement comme identité professionnelle pour cette formation des personnels d'encadrement. Donc je ne sais pas si c'est la mobilisation du parquet. Par contre, ce que j'avais noté, c'est qu'une partie des DAZEN les mobilisait dans les réunions départementales que les DAZEN ont très régulièrement avec les chefs d'établissement. Je ne peux pas aller au-delà, je l'ignore. Allez-y, Madame la rectrice. Oui, s'agissant de l'Académie de Paris, et avec le recul qui est le mien de 15 jours seulement depuis ma prise de fonction, et comme l'indiquait à l'instant Monsieur le directeur de l'Académie, à la faveur de cette convention donc, qui remonte à 2007, il y a une réunion annuelle à laquelle sont traditionnellement conviés l'ensemble des personnels de direction des établissements publics. Et notre intention est de pouvoir évidemment y associer également les directeurs d'établissements du privé, de manière à ce que cette information, cette sensibilisation et même cette formation puisse être en effet assurée dans ce cadre. Ce sont souvent nos chefs d'établissement qui assurent le signalement via l'article 40 du Code de procédure pénale, et donc il est important en effet que dans le cadre d'un échange avec le parquet, tous les éléments nécessaires et utiles puissent leur être apportés de façon régulière. Oui, juste pour repréciser la question, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est quelles sont les initiatives des parquets envers les rectorats, et pas le contraire. Donc, est-ce qu'il y a une initiative des parquets pour réunir les chefs d'établissement, pour... Voilà. Alors peut-être pour répondre plus précisément à votre question, pardon, il est traditionnellement, comment dirais-je, de la responsabilité des autorités académiques de réunir les chefs d'établissement. Cela étant, ce dont je peux témoigner en tous les cas dans les différentes fonctions qui ont été les miennes, c'est du fait que le parquet répond très positivement et très favorablement aux propositions et aux initiatives qui sont les nôtres pour venir s'adresser aux chefs d'établissement. Allez-y, je vous en prie. C'est pas forcément en lien avec la matière qui nous concerne aujourd'hui, mais dans les deux derniers postes, je peux attester de 2 initiatives qui ont été prises par le parquet. La première qui était une réunion d'information de l'ensemble des chefs d'établissement relativement au nouveau code de justice pénale concernant les mineurs, au moment où il a abouti. Donc c'était une initiative du parquet d'Evry, quand j'étais en Essonne. Et dernièrement, nous avons une proposition qui émanait là aussi du parquet, alors c'est la cour d'appel de Lyon, qui nous a fait proposition de repenser avec les chefs d'établissement, reproposer aux chefs d'établissement un point d'information sur les éléments de procédure, et notamment les éléments de procédure tenant au signalement, pour le rappeler à tous, même si ce sont des éléments qui parfois sont prévus, c'est le cas je crois à Lyon, dans la formation des personnels de direction stagiaires, où nous introduisons aussi des références juridiques pour améliorer la culture juridique de ce type. Mais là, pour les 2 exemples que je donne, sont 2 exemples dans nos échanges à l'initiative de l'institution judiciaire. L'Académie de Guyane. Monsieur Gelé, si vous voulez répondre à la question. Oui, peut-être dire qu'à ma connaissance, je suis ici aussi depuis le 26 mars, donc il n'y a pas eu ces initiatives dans le passé. Alors c'est aussi lié au fait qu'on a beaucoup de turnover, on a eu beaucoup de turnover donc, au niveau des responsables donc, du tribunal ici. Par contre, cette proposition a été bien entendue et donc nous allons nous en saisir, bien évidemment, et remonter vers la nouvelle procureure de la République pour lui faire part de notre souhait de mettre en place ce type de réunion. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, c'est à vous.
Merci Madame la Présidente. Quelques questions maintenant sur les procédures disciplinaires. Et d'abord, une première d'ordre général. Quels sont les textes qui fixent la doctrine des rectorats en matière de mesures conservatoires et de sanctions disciplinaires? Et cette doctrine est-elle uniforme à l'échelle nationale ou laissée à la libre appréciation des recteurs? Concernant les procédures disciplinaires, s'agissant des enseignants, il y a une démarche qui est identique jusqu'à un certain point, dans la mesure où, pour ce qui concerne les enseignants du privé, il y a... enfin, je vais commencer par les enseignants du public. Nous avons, au moment de l'instruction et avant tout lancement d'une procédure disciplinaire, un échange avec la DGRH pour travailler sur la gradation de la sanction, c'est-à-dire vraiment se positionner l'historique des constats et un conseil sur la gradation de la sanction avant de lancer la procédure elle-même. Concernant les enseignants de l'enseignement privé sous contrat, il n'y a pas nécessairement, ce n'est pas dans le circuit, on peut le faire si on le souhaite, mais ce n'est pas usuel. En tout cas, dans l'Académie de Lyon, c'est à l'appréciation des services à la fois qui sont en charge de l'enseignement privé et de la RH en lien avec le secrétaire général qui conseille le recteur sur la sanction. Peut-être indiquer à titre liminaire que c'est bien évidemment le cadre législatif et réglementaire qui fixe la doctrine des rectorats, à supposer qu'il y ait véritablement une doctrine en matière de mesures conservatoires et de sanctions disciplinaires. Ce à quoi évidemment nous veillons, c'est à ce que les mesures conservatoires puissent être prises très rapidement lorsque les faits qui nous sont rapportés sont graves ou sont de nature à générer un trouble au sein de l'établissement. Ces suspensions sont donc prises à titre conservatoire, vous le savez, pour une durée de 4 mois maximum, avec, comme évoqué tout à l'heure par Madame la rectrice de l'Académie de Lyon, le fait que le temps de la justice n'est pas nécessairement le temps de l'éducation nationale sous ce rapport, puisque au-delà de 4 mois, et en l'absence de poursuites pénales, nous avons normalement vocation à réintégrer nos personnels. Quant aux sanctions disciplinaires qui sont prises, elles le sont évidemment en fonction de la gravité des faits et dans le cadre d'échanges entre les services RH, les services juridiques, le secrétariat général et bien évidemment la DGRH. Juste pour compléter, évidemment, les textes dans le Code de l'éducation sont clairs à la fois sur les mesures conservatoires et les sanctions disciplinaires. Toutefois, il me semble que les pratiques pour les mesures conservatoires diffèrent d'un territoire à l'autre. Comme moi aussi, je viens de changer de... Bon, je constate que voilà, c'est pas la même pratique. Donc, c'est-à-dire que on peut lire le texte, de toute façon de lire un article du code, de manière quand même. Moi, j'ai considéré ces dernières années que ce n'était, enfin, il y a une vision, enfin une crainte des personnels ou une vision des personnels et des organisations syndicales qui ferait de la mesure conservatoire une mesure disciplinaire. Et du coup, si on n'est pas sûr à 100% que la personne est coupable, parce qu'il peut y avoir des témoignages quelquefois qui ne sont pas tout à fait honnêtes, et tant que l'enquête ne le dit pas, etc., théoriquement, on nous dit, voilà, il ne faut pas suspendre. Enfin, on nous dit, je veux dire, il y a des débats avec la DRH, avec le service juridique. Oui. Moi, je suis assez... j'ai plutôt fait passer le message aux organisations syndicales, au personnel de direction, que la mesure conservatoire, n'étant pas une procédure disciplinaire, elle protège évidemment l'élève, les élèves, s'il y a une suspicion de maltraitance sur élève, mais elle protège aussi
la personne qui est accusée de cela, parce que quand on est suspect d'actes de ce type-là, c'est pas tellement confortable pour le personnel au sein de son établissement. De toute façon, et voilà. Mais vous voyez, c'est un peu cette lecture soit très stricte quand on regarde l'article, je n'ai pas le numéro en tête, mais c'est facile à retrouver, qui définit les cas dans lesquels nous devons prendre des mesures conservatoires. Je ne vous cache pas que quand je trouve qu'il y a un danger imminent, même si je n'ai pas la certitude, alors on regarde quand même un peu les choses 5 minutes, hein, on ne le fait pas brutalement, mais moi je préfère prendre une mesure conservatoire assez rapidement. Alors après, le problème, et c'est aussi ce qu'on va me dire au service RH, etc., c'est que plus je la prends tôt, plus je perds de temps par rapport aux 4 mois ou la justice, etc. Bon, enfin, on peut renouveler quand il y a effectivement des poursuites qui sont lancées. Ça, c'est déjà rassurant. Et puis on peut faire du disciplinaire aussi, indépendamment de ça, quoi. Oui, je vais regarder mes notes. Je voulais juste rappeler qu'on a parlé du code et on a aussi, pour nous appuyer, une instruction du ministère de l'Éducation nationale qui date d'avril 2016, mais qui a été aussi réactualisée en 2024. Et c'est là-dessus que nos services s'appuient pour nous conseiller. C'est juste une précision que je n'ai pas à donner juste avant. Très bien, merci. Est-ce que ce pouvoir disciplinaire qui contient, même si ça n'est pas une action disciplinaire, la possibilité d'entreprendre une action conservatoire, est-ce qu'il vous paraît suffisamment mobilisé concernant les personnels relevant des établissements privés sous contrat? Madame la rectrice, vous avez indiqué qu'il y avait les concernant une procédure un peu différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas systématiquement solliciter la DRH, mais l'exercice du pouvoir lui-même est-il différent concernant les établissements privés sous contrat? À ma connaissance, non. S'agissant, de notre pratique sur le fait de suspendre à visée conservatoire, c'est dans la suite, c'est-à-dire dans l'engagement de la procédure disciplinaire, que nos critères ne sont pas discutés systématiquement avec le ministère, mais pas pour la partie suspension à titre conservatoire pour des enseignants dont nous sommes l'employeur. Non, il n'y a pas de différence du tout de traitement, puisque nous gérons les 2 types de personnel. Il n'y a pas de différence de traitement. Le seul sujet, c'est de savoir si on a eu l'information. Mais une fois qu'on a l'information, il n'y a pas du tout de différence de traitement, hein. À la fois pour la mesure conservatoire ou pour le conseil de discipline, modulo ce qu'a dit Madame la rectrice de Lyon, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus en lien avec le ministère sur le public, puisque c'est le ministre finalement, ou la ministre en l'occurrence, qui, pour les sanctions de très haute catégorie, les prononce. Donc, ce qui n'est pas le cas pour le privé. Et ce pouvoir disciplinaire s'étend-il au personnel de vie scolaire des établissements privés sous contrat? En réalité, la même procédure et le même pouvoir disciplinaire s'appliquent dès lors qu'il s'agit de personnel de l'éducation nationale. Et s'agissant des personnels des établissements privés sous contrat qui ne sont pas des personnels de l'éducation nationale, qu'il s'agisse d'ailleurs des directeurs de ces établissements ou encore de personnel dit de vie scolaire, je songe en particulier aux surveillants, ils relèvent en principe du pouvoir disciplinaire de leur employeur. Et donc, dans ce cas de figure, êtes-vous pour autant informé par le parquet, par exemple, d'un signalement qui concernerait un chef d'établissement ou un surveillant ou un préfet qui ne relève pas, dont l'employeur n'est pas l'éducation nationale, mais qui exerce dans un établissement relevant du ministère de l'Éducation nationale? Je peux reposer la question pour être sûr de... Est-ce que vous seriez, le cas échéant, informé par un parquet, par exemple, d'un signalement portant sur un chef d'établissement ou un personnel de vie scolaire d'un établissement privé sous contrat? Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre, mais ça ne m'est jamais arrivé.
Pardon. Madame la rectrice, anciennement de Bordeaux, il y a quelques jours, quelques semaines, nous étions devant vous au rectorat de Bordeaux et nous vous révélions manifestement avoir découvert la veille, Violette Spielbout et moi-même, à l'occasion d'un contrôle sur place dans l'établissement Betaram, des faits de violences sexuelles entre élèves, notamment un fait de viol en 2024 et des agressions sexuelles en 2024 là aussi. Et nous vous informions dans l'échange, vous et vos services, de cette découverte, et vous nous indiquiez, si ma mémoire est bonne, ne pas avoir été informé jusque-là par le procureur de Pau de ces faits. Alors, il se trouve que nous avions, juste avant de vous rencontrer, Violette Spielbout et moi-même, adressé un article 40 au procureur de Pau, et que, dans l'intervalle, il nous a répondu pour nous indiquer qu'il était déjà informé de ces faits et qu'il avait engagé une action en justice. Donc vous n'étiez pas informé, alors ce ne sont pas sur des personnels, mais ce sont sur des élèves, mais le chef d'établissement, lui, était informé, puisqu'il l'avait signalé à la gendarmerie et c'était manifestement remonté jusqu'au procureur. Donc dans ce circuit, où ce sont des personnels qui ne relèvent pas directement de l'éducation nationale, qui ont connaissance de faits de violence et qui vont les signaler, vous n'êtes pas informé, pas automatiquement informé, et donc vous pourriez rester dans l'hypothèse, dans l'ignorance de signalements qui porteraient sur des élèves, là, et j'étends le questionnement sur des signalements qui porteraient sur des personnels de vie scolaire. Je n'ai rien à ajouter à ce que vous indiquez, monsieur le rapporteur. Et juste pour poursuivre, parce que votre ancien territoire est très concerné, par contre, vous avez pris une mesure sur le chef d'établissement à l'Immaculée Conception après une inspection générale dans laquelle vous avez délégué le DAZEN sur place, qui était une procédure assez même exceptionnelle. Et donc là, vous avez quand même utilisé un pouvoir disciplinaire sur un chef d'établissement privé sous contrat qui ne dépend pas de l'Éducation nationale. Donc s'il ne dépend pas théoriquement, j'ai entendu, vous avez dit en principe, Madame la rectrice. Donc du coup, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez utilisé ce pouvoir ? Absolument. Donc en fait, ça s'est passé en 2 temps. Vous avez évoqué la visite du DAZEN dans cet établissement à ma demande, qui est une visite qui n'avait pas le caractère de contrôle en 2021, qui a suivi et qui a été suivie de recommandations. Ces recommandations ont été... il m'a été indiqué par le chef d'établissement que ces recommandations allaient être mises en œuvre. Puis 2 ans plus tard, j'ai reçu de nouvelles alertes émanant de professeurs de l'établissement. Et au vu d'échanges avec le chef d'établissement, j'ai décidé de diligenter une inspection qui s'est déroulée en avril 2024. Le rapport m'a conduit à lancer une procédure disciplinaire à l'encontre du chef d'établissement en appliquant une possibilité du Code de l'éducation qui nécessite de passer par une commission qui est le CAEN, dans sa formation restreinte. Et c'est à l'issue de ce CAEN réuni en formation restreinte que, m'appuyant sur l'avis de la commission, j'ai décidé de suspendre le directeur de l'établissement pour une durée de 3 ans. Cette décision a été ensuite voilà. En référé suspension, mais le jugement n'est pas fait au fond. Donc vous n'êtes pas l'employeur, mais vous avez, par une procédure qui existe dans le Code de l'éducation, la possibilité, en passant en CAEN en formation restreinte, si la commission le valide, de décider la suspension pendant 3 ans, qui est une sanction extrêmement grave. Oui, ceci avait suivi des alertes qui m'étaient revenues, des alertes précises de la part de personnel de l'établissement dont je suis l'employeur. Très bien. Alors, avez-vous également les moyens de vous assurer que des personnels qui auraient été condamnés ou sanctionnés pour des faits de violence ne puissent être réaffectés dans un autre établissement scolaire? Alors, on va prendre peut-être la question par catégorie de personnel. On va commencer par les personnels de l'enseignement public.
On va ensuite vous interroger sur les personnels de l'enseignement privé sous contrat et sur les personnels de vie scolaire de ces mêmes établissements. Monsieur le recteur de Guyane, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez répondre à cette question ou à une autre. Allez-y, madame la rectrice. Nous avons tout à la fois la consultation du FIGET, mais également de l'extrait de casier judiciaire, qui permet de nous assurer que nous ne recrutons pas de nouveau des personnels contractuels qui auraient déjà été condamnés pour des faits commis dans une autre académie. De même, s'agissant de nos personnels stagiaires, dont tant les FIGES que les extraits de casier judiciaire sont vérifiés. Pour ce qui concerne nos personnels titulaires, le dossier administratif suit en quelque sorte dans la nouvelle académie d'affectation de ce personnel, de sorte que si une sanction a déjà été prise, elle figure évidemment dans le dossier administratif, de façon à ce que l'information puisse circuler d'une académie à une autre en fonction des mobilités de nos personnels. S'agissant des personnels de l'éducation nationale intervenant dans les établissements privés, ce sont une fois encore des personnels de l'éducation nationale, donc qui relèvent comme tels de ces règles. S'agissant des personnels qui ne sont pas des personnels de l'éducation nationale, là encore c'est normalement, je dis bien normalement, hein, par principe, une compétence de l'employeur. Nous pouvons également, comme autorité académique, venir en appui, en soutien des directions diocésaines ou des directions d'établissements privés pour s'assurer que cette vérification est bien faite s'agissant de tout nouveau recrutement. Pour revenir sur les personnels relevant de l'éducation nationale, mais intervenant dans les établissements privés sous contrat, ils sont recrutés par les chefs d'établissement de ces mêmes établissements. Comment ces chefs d'établissement accèdent-ils à leur dossier administratif ? Leur dossier administratif est-il systématiquement présenté au chef d'établissement au moment où il souhaite embaucher ce personnel ? Et comment s'assurer du suivi, du passage de ce dossier administratif d'un diocèse à un autre, puisque c'est dans le cadre et à l'échelle des diocèses que ces procédures de recrutement sont conduites. En fait, monsieur le rapporteur, on parle d'affectation. C'est-à-dire qu'à chaque changement d'affectation, nos services, puisque nous sommes l'employeur, revérifient les fichiers. On sait qu'ils changent d'affectation. Donc, on revérifie. Vous faites après l'embauche, enfin après la prise de poste, si j'ose dire. Oui. Très bien, parfait. Moi, j'ai sur un autre domaine deux questions. Nous venons d'avoir une table ronde avec deux préfets pour peut-être avoir le regard des recteurs sur la façon dont s'articule le rôle des uns et des autres préfets recteurs en matière de contrôle des établissements privés sous contrat et des établissements privés hors contrat. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur votre expérience en la matière, si elle existe? Peut-être n'avez-vous pas eu d'échange avec les préfets autour de ces enjeux? Alors, en ce qui concerne les établissements privés hors contrat, évidemment, il y a des liens avec le préfet, hein, dans tout le cadre de la procédure, lorsque il y a une demande de création d'établissement, lorsque on a des doutes, on lance une enquête, etc. On est complètement en lien avec le préfet et le maire d'ailleurs. En ce qui concerne les établissements privés, pas à ma connaissance, je ne crois pas qu'ils soient associés à cela. Mais là encore, je ne sais pas tout. Donc faire part de l'usage dans l'Académie de Lyon. Donc pour ce qui concerne le contrôle des établissements privés sous contrat, compétences conjointes partagées aussi avec les directions des finances publiques. Et s'il y a une difficulté en lien avec des mises en demeure quand on constate des manquements, en particulier administratifs ou d'atteinte aux valeurs de la République, on est en contact avec les préfets et bien sûr en lien avec les DAZEN. Concernant les établissements privés hors contrat, on a plusieurs moments de
partage avec les préfets. Et peut-être, je vous laisse là-dessus. Et peut-être, monsieur le rapporteur, 3 modalités principales d'articulation. Une première d'ordre réglementaire lorsqu'un établissement privé hors contrat ouvre, que sa direction change, que l'objet pédagogique évolue, ou que ses locaux occupés également connaissent une évolution, où là, réglementairement, il y a vocation à avoir un échange pour vérifier la régularité des dites opérations. On a un deuxième grand champ qui est un champ qui participe du travail qui est mené dans une instance partenariale que sont les CLIR, pour appréhender les phénomènes éventuels par croisement des regards de l'État sur des unités, notamment des unités livrant l'instruction de phénomènes qui peuvent être des phénomènes présumés de séparatisme, de radicalisation, et qui peuvent inviter à une exploration des lieux dans le cadre des contrôles, parfois de manière interministérielle, s'agissant des situations qui sont particulièrement caractérisées. Et puis enfin, peut-être un troisième champ, qui est un champ un peu nouveau, qui relève de la possibilité d'explorer les sources de financement des établissements privés hors contrat, et qui l'articule également en lien avec le préfet, comme l'a souligné même la rectrice de l'Académie de Lyon, les finances publiques, des sources de financement qui sont celles des établissements pour s'assurer de leur régularité. C'est les 3 champs peut-être principaux dans lesquels il y a une articulation plus spécifique entre notre travail pour leur contrat et l'autorité préfectorale. Je me permets de préciser que ce que j'ai indiqué sur le sous-contrat concerne éventuellement et évidemment les contrôles qui ont démarré dans nos académies dans le cadre du plan de contrôle qui donc démarre de fait en 2025, mais qu'on a pu le travailler dans l'Académie de Lyon puisqu'il y a eu un contrôle concernant un établissement sur lequel vous avez certainement échangé avec Madame la préfète de région. Oui, monsieur Gelé, c'est à vous. Voilà, donc oui, juste peut-être pour la Guyane, donc dire peut-être qu'on a très très peu d'établissements privés sur le territoire, 16 sous contrat et 2 hors contrat, et que dans un territoire comme le nôtre, le dialogue avec en fait le préfet est permanent, notamment quand ça peut concerner des sujets sensibles politiquement. Et donc ces sujets, s'ils venaient en fait sur la table, bien évidemment, nous échangerions et nous prendrions les décisions en pleine concertation. Merci, monsieur le préfet. Nous allons passer aux questions peut-être des collègues. Madame Messmer, vous aviez une question. C'est à vous. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous et toutes. Depuis la levée de l'omerta concernant l'affaire Betaram, il y a eu beaucoup d'établissements qui ont été signalés, notamment par la presse, et la libération de la parole, elle concerne tous les territoires français. Donc ma question pour le moment, elle s'adresse à vous tous. Combien de signalements avez-vous reçus depuis et quelle suite y donnez-vous? Est-ce qu'il y a des enquêtes en cours? Une autre question concerne l'audition qu'on a eue en effet suite aux questions de Madame Spielbout. Je veux rappeler qu'on a auditionné les syndicats de l'éducation nationale, notamment des enseignants, qui nous ont expliqué que lorsqu'ils avaient un signalement à faire, ils étaient obligés de passer par leur direction. Or, que ce soit pour un article 40 ou pour un signalement auprès des CRIP, la loi demande à tout adulte qui est au courant de faits sur des mineurs de le signaler immédiatement, et même la personne peut avoir l'anonymat lors de son signalement. Donc pouvez-vous me garantir aujourd'hui que ce n'est pas les procédures dans vos académies, que chaque enseignant personnel adulte qui est témoin de faits sur mineurs doit, et a d'ailleurs même l'obligation par la loi, de le signaler sans passer par leur direction. Donc ça c'est pour vous tous. Ensuite, je m'adresse particulièrement à la rectrice de Bretagne, la rectrice du Finistère, puisque je viens de cette jolie région. En Bretagne, on a 1144 établissements privés dans l'Académie de Rennes, et une enquête de Mediapart, d'ailleurs il y a peu de temps, il y a quelques temps quand même, plus vieille que l'affaire Betaram en tout cas, signale que c'est l'Académie de Rennes qui est celle qui accorde le plus de subventions publiques aux lycées privés sous contrat. Donc je vous demande déjà dans un premier temps comment l'expliquez-vous. Ensuite, je vais vous parler de deux cas bretons, notamment à Étel, dans le Morbihan, où beaucoup d'enfants
d'enfants ont signalé, enfin d'adultes aujourd'hui, mais anciennement élèves, ont signalé des faits de viol et d'agression sexuelle sur mineurs par un ancien directeur qui s'est d'ailleurs suicidé il y a depuis. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres signalements type ETEL? Et particulièrement, je vais vous parler, Madame la directrice du Finistère, peut-être que vous serez plus informée sur le sujet, mais du collectif d'anciens élèves qui a dénoncé des violences physiques de la part d'enseignants dans un collège privé du Relais-Quéruillon. On est aujourd'hui à 50 témoignages qui ont été déposés au parquet de Brest, avec des faits qui se sont étalés entre 1962 et 1996. L'établissement, à l'époque, était appelé par les familles et les enfants le bagne du Finistère. Aujourd'hui, il est appelé par la presse le Bétarame breton. Donc, aujourd'hui, on a 160 élèves dans ce collectif. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il était fait par le rectorat depuis. Particulièrement, excusez-moi, je retrouve mon petit... post-it, voilà, je voulais savoir si des inspections avaient eu lieu dans ces deux établissements ou plus récemment dans les établissements qui ont été signalés. Sinon, est-ce que vous pouvez nous certifier que durant les faits entre 62 et 96, il n'y a eu aucun signalement transmis au rectorat et depuis, et si oui, est-ce qu'il y a eu une inspection? Quels ont été les débouchés de ces enquêtes? Enfin, Madame la nouvelle rectrice de Bretagne, je vous rencontre dans ce cadre-là, on se rencontrera plus tard, vous annoncez dans la presse que vous allez lancer un plan de formation ambitieux pour les enseignants. Dans le contexte dans lequel on est, je ne peux pas ne pas vous poser la question, comptez-vous y intégrer les sujets que nous traitons aujourd'hui, les violences sexuelles, les signalements, les règles pour les adultes et personnel comme direction? Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Donc, je pense que l'Académie de Bretagne va commencer. Allez-y. Oui, donc j'ai découvert. Attendez, je vais pas te décrocher, désolé. Sur le bon. Voilà, excusez-moi, il y en a deux. Donc. Oui, donc je suis arrivée effectivement moi aussi il y a 2 semaines avec ce Bétarame breton, comme la presse l'appelle. La directrice académique du Finistère vous donnera plus de détails que je suis capable de le faire, puisque justement elle est en train de rouvrir les archives pour répondre à une partie de vos questions. C'est en tout cas, moi ce que j'ai demandé, c'est qu'effectivement un contrôle soit immédiatement diligenté. Donc il va l'être, il va l'être. Donc effectivement ça ressemble beaucoup à... Alors sauf qu'il y a eu, vous savez, c'est un collège qui était pour les garçons, et à la suite qui a disparu et qui a fusionné avec un second qui est devenu mixte, donc voilà. Et la nouvelle directrice est assez sereine. En tout cas il y a eu un soutien psychologique local, parce que c'était un peu... Voilà. Alors, je voulais revenir aussi sur le Morbihan, sur l'ancien directeur de Sainte-Anne, hein, c'est ça, à Etel, où effectivement, là encore, on est, mais là, sur une seule personne accusée, on est moins sur comme à Bétarame ou à... Excusez-moi, à Saint-Joseph, voilà. On est sur il n'y a qu'une personne qui a été mise en cause. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave, hein. Et comme vous l'avez souligné, il s'est suicidé. Donc aujourd'hui, l'affaire est suivie de tous les côtés. Le directeur diocésain collabore avec les forces de l'ordre et a aussi ouvert ses archives. Donc on est très attentif à cette situation. Je peux même vous dire qu'il y a une autre situation dans le Morbihan, avec un enseignant aussi, mais c'est pareil, c'est une personne, hein, et ancien directeur de l'école de Noyal-Musillac, il y a eu une révélation d'attouchement assez terrible pendant toute une période, et lui il est carrément en détention, et les faits maintenant on s'oriente vers des faits de nature criminelle, donc là il n'y a pas de... le dossier est bien pris en main par la justice. Voilà, peut-être vous prenez le relais sur Saint-Joseph. Et sur le Finistère, merci de m'avoir nommée rectrice. Je ne suis que directrice académique, mais c'est pas grave. Alors déjà sur les chiffres, dans le Finistère aujourd'hui, on a 755 établissements, tout confondu, et le privé
correspond à peu près à 43%, hein, le privé sous contrat. On a dans le privé sous contrat catholique, puisqu'on a aussi un privé sous contrat D1, on a 268 établissements. Voilà. C'est beaucoup, hein, le privé sous contrat pèse beaucoup sur le département. On dit que ce serait à vérifier que 60% des élèves du département, à un moment donné, sont passés par un établissement privé catholique, sous contrat catholique. Voilà, je partage avec vous ce chiffre-là. Pour répondre à votre première question, qui est depuis les événements actuels, est-ce qu'on a plus de signalements? Non. Hein, on en avait déjà, donc et c'est ce que je disais tout à l'heure, et on l'a notamment soit via des courriers, soit faire des remontées des chefs d'établissement. Voilà. Quant à la situation du relais Queyron, et Madame la rectrice, vous l'avez dit, donc aujourd'hui c'est dans les mains du procureur de Brest. Hein, pour autant, en tout cas, c'est un sujet sur lequel j'ai échangé avec le directeur diocésain. Vous l'avez dit, lui, il a reçu le collectif. Il a déjà d'ailleurs eu une parole de reconnaissance de fait. Hein, et nous, on se prépare en tout cas avec lui, mais de manière différente, en tout cas, essayer de comprendre, si on le peut, parce que les faits datent, de comprendre ce qui s'est passé et comprendre... parce que la rumeur dit que ça se savait, comprendre pourquoi, même si ça se savait, en tout cas, rien n'aurait été fait. Donc on va vérifier qu'effectivement, nous n'avons pas été alertés. Donc j'ai fait une demande auprès des archives, en tout cas, pour regarder déjà dans les dossiers des enseignants que nous pourrions avoir si nous avions des éléments. Voilà. En tout cas... on y travaille et très probablement que les affaires actuelles, en tout cas, vont en tout cas nous conduire collectivement, et là je parle collectivement, à avoir une vigilance accrue. Hein. Bien, si vous voulez, puis après on va passer aux dernières questions des rapporteurs. Allez-y, je vous en prie. Effectivement, l'académie de Rennes comprend 1087 établissements privés sous contrat, dont le réseau aussi d'Iwan. Et bon, c'est historique. Et alors, effectivement, quand la directrice académique dit 60% des enfants sont passés par le privé, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le privé. Hein. Ça veut dire que... Donc, on a un réseau assez étonnant. Ça, j'ai eu le temps de le comprendre. Parce que, en fait, c'est complémentaire. C'est au gré des apparemment, hein, dans les flux. Ben, c'est complémentaire, donc oui, mais en même, enfin bon, c'est complémentaire, ce que je disais, et que du coup, les gens passent de l'un à l'autre des réseaux, et du coup, quand même, c'est un sujet qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je l'ai bien compris, mais ce que je constate par rapport à ce que j'ai pu voir dans des territoires où il y avait beaucoup moins d'enseignements privés sous contrat, c'est beaucoup moins marqué socialement. Du coup, il y a moins qu'ailleurs, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de mixité, hein, mais beaucoup moins qu'ailleurs de problèmes de mixité, parce que voilà, c'est les enfants s'embrasser, même si c'est un peu moins vrai du côté de l'Île-et-Vilaine, où on sent là que ça évolue un peu comme dans les grandes villes, comme dans les... Votre micro est éteint, je crois. On l'a dit pour les personnels de direction, mais oui, la formation est essentielle aussi pour les enseignants. Bien, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, bien sûr, Alice. Pardon, Madame la Présidente, simplement pour essayer d'apporter un élément de réponse à l'interrogation qui était la vôtre, Madame la députée, sur l'article 40 du Code de procédure pénale ou les informations préoccupantes. De fait, l'usage implique que ce soit plutôt le chef d'établissement
l'équipe vie scolaire ou les assistants de service social. Je pense en particulier aux informations préoccupantes qui signalent les faits. Et s'agissant de l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est plus souvent le chef d'établissement. Pour autant, et s'agissant en particulier de l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est évidemment un devoir qui s'impose à tout fonctionnaire qui aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions de la commission d'un crime ou d'un délit. Et donc il n'est pas question de freiner la mise en œuvre de ce devoir. Cela étant, il est vrai qu'il n'y a pas de communication active de notre part pour que tous nos personnels s'en saisissent, mais parce que l'usage, une fois encore, les habitudes sont que nos personnels enseignants, notamment, lorsqu'ils ont connaissance d'une situation dans leur établissement qui les inquiète, les préoccupe, s'adressent d'abord à leur chef d'établissement. Mais bien évidemment, cette disposition fixe un devoir pour tout fonctionnaire. Alors, c'est important, je pense que aussi c'est un devoir pour tout citoyen, mais c'est important de le rappeler parce que nous, ce qu'on a entendu de la part des syndicats d'éducation, c'était des enseignants qui étaient frileux, donc qui, en gros, demandaient au chef d'établissement de faire le signalement, mais qui ne vérifiaient pas que c'était systématiquement fait. Et en fait, une fois qu'on s'était débarrassé de ce problème, c'était plus le problème du fonctionnaire. Et c'est vraiment ce qu'on a entendu, que les enseignants étaient frileux, que les enseignants étaient inquiets de faire des signalements ou des articles 40. Et je crois qu'il faut quand même aussi rappeler qu'il y a des enseignants qui savent se saisir de l'article 40 et qui ont peur de le faire parce qu'on clairement, le supérieur hiérarchique qui est le chef d'établissement ne sait pas le faire ou le fait rarement, et que l'enseignant s'en remet à sa direction. Et ça, c'est ça qui est plutôt inquiétant dans certains établissements. Et c'est ce qu'on a beaucoup entendu de la part des syndicats d'éducation. Donc, si vous pouviez aussi rappeler aux enseignants et aux équipes éducatives qu'avant d'être des fonctionnaires, ce sont des citoyens français, adultes, et qu'ils doivent vraiment signaler quand il y a quelques dysfonctionnements ou quelques anomalies ou violences que ce soit. Monsieur le rapporteur, c'est à vous, je crois. Merci Madame la Présidente. Et constatez aussi que parfois, au niveau de l'encadrement dans certaines académies, je pense aux conclusions du rapport de l'Inspection Générale sur l'établissement Bayen qui dit que dans l'académie de Reims, il y a la nécessité de former l'encadrement aux procédures d'article 40. Là aussi, il y a peut-être un défaut de culture professionnelle. J'ai une dernière question et puis j'aurai ensuite une demande d'éclairage. Ma dernière question, elle est pour vous, Madame la rectrice de l'Académie de Paris. Puisque je crois que vous êtes en charge, vos services et l'inspection académique est en charge du suivi des recommandations du rapport de l'inspection générale du collège Stanislas. Pourriez-vous nous indiquer comment ce suivi est mis en œuvre et ce qu'il a constaté depuis qu'il est engagé ? Oui, bien sûr, monsieur le rapporteur. Alors, avec la précaution que j'indiquais tout à l'heure, que j'ai pris mes fonctions il y a 15 jours, mais bien évidemment... il m'appartient de pouvoir présenter de quelle façon les préconisations du rapport de l'IGSR sont mises en œuvre, sont suivies quant à leur mise en œuvre, puisque notre première responsabilité dans l'Académie de Paris est évidemment de veiller à ce que l'ensemble des préconisations de ce rapport soient effectivement appliquées. Mais je dirais, au-delà même des préconisations du rapport, pour l'établissement Stanislas, comme du reste pour les autres établissements, le contrôle diligenté à l'échelle d'une académie a vocation aussi à appréhender le fonctionnement d'un établissement dans toutes ses dimensions. Depuis février 2024, il y a eu 9 visites d'inspecteurs dans cet établissement. 9 visites qui ont été suivies au mois de mai 2024 d'un contrôle sur place, conduit par 5 inspecteurs de l'Académie, à l'issue duquel un rapport intermédiaire a été transmis par le recteur à la direction de l'établissement. Une nouvelle visite s'étant par ailleurs déroulée en janvier dernier, donc janvier 2025. Des éléments qui m'ont été transmis ressort à date une dynamique de mise en conformité progressive avec les recommandations telles que prévues par l'IGSR dans son rapport, s'agissant en particulier, peut-être pour illustrer mon propos, du programme de sciences de la vie et de la terre ou encore de l'engagement de l'établissement pour la mise en œuvre du programme de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Pour autant, des points de vigilance demeurent. Là aussi, pour donner quelques exemples, notamment sur l'enseignement dit de culture religieuse et chrétienne, qui ne peut revêtir un caractère obligatoire s'il s'apparente à de l'instruction religieuse, ou encore sur l'effectivité d'un protocole de circulation de l'information et de signalement en dehors des situations de harcèlement pour protéger les élèves contre tout propos ou acte contraire aux valeurs de la République. Nous prévoyons d'ici la fin de cette année un nouveau contrôle sur place avec un protocole, je suis très attentive à cela, qui permette de nous assurer que toute personne, personnel ou élève, bien sûr, qui aurait pu être victime ou témoin de violence, puisse voir sa parole recueillie au travers d'entretiens individuels ou encore dans le cadre de la mise à disposition d'une adresse mail ou d'un numéro unique dédié pour faciliter le recueil de cette parole. Merci Madame la rectrice. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le recueil de la parole et ce qui est fait de la parole recueillie, puisque nous avons noté que des témoignages de violences homophobes et de violences racistes qui avaient été portés devant les inspecteurs généraux, nous n'en trouvions aucune trace dans le rapport de l'inspection générale, mais nous allons vous transmettre une demande que vous nous communiquiez le rapport intermédiaire transmis à l'établissement en mai 2024. Donc, j'ai une question pour les recteurs. Nous avons la chance d'avoir 3 rectrices et un recteur aujourd'hui. Je voudrais vous interroger sur la pratique d'un recteur. Est-ce qu'il arrive fréquemment qu'un recteur ou qu'une rectrice entretienne une correspondance directe avec un chef d'établissement et un chef d'établissement privé sous contrat en l'espèce? La question, c'est, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur, c'est est-ce qu'il nous arrive d'écrire directement à un chef d'établissement du privé sous contrat? Je vois plusieurs occasions, indépendamment de l'objet de votre commission, sur la vie courante de l'académie, des informations en lien avec la mise en œuvre de réformes pédagogiques, où nous écrivons au directeur par courrier. Voilà, donc l'échange direct par courrier envers les chefs d'établissement du privé sous contrat autour de la mise en œuvre de réformes. Ah non, avec un seul, pardon, je n'avais pas compris. Alors, dans mon expérience trop courte sur l'Académie de Lyon pour vous répondre, mais sur celle de l'Académie de Bordeaux, ça m'est arrivé à 2 reprises avec le directeur de l'établissement qui a été ensuite l'objet d'une procédure disciplinaire. Non, je n'ai pas eu l'occasion d'une correspondance directe avec tel personnel de direction de l'enseignement privé. Moi non plus. Et vous, monsieur le recteur de Guyane? Non plus. Très bien, donc une telle correspondance serait tout à fait exceptionnelle et vous êtes la seule à en avoir engagé une, mais dans le cas très particulier d'une procédure disciplinaire et avant une sanction. Alors, je voudrais vous faire réagir sur l'existence d'une correspondance entre un recteur et un chef d'établissement privé sous contrat, et ce recteur, il répond à la demande de ce chef d'établissement qui cherche à ce qu'une des enseignantes de l'établissement quitte l'établissement. Il s'adresse au recteur et lui demande conseil. Et de la même façon, ce chef d'établissement s'adresse là encore au même recteur et lui demande s'il peut ne pas reconduire l'inscription d'un élève dont le père a déposé une plainte pour violence sur son fils, violence perpétrée par un encadrant, un surveillant. Le chef d'établissement demande au recteur comment donc ne pas reconduire l'inscription de cet élève l'an prochain. Et le recteur répond au chef d'établissement. Alors ce recteur, c'est le recteur de l'Académie de Bordeaux. On est en 1996, on est en pleine affaire Betaram. Et il répond au chef de l'établissement Betaram. Je voudrais juste vous lire ce que le recteur écrit au chef d'établissement. Il lui indique « Je vous propose de faire procéder à une inspection de Madame Gulung ». Vous la connaissez sans doute puisque c'est la lanceuse d'alerte de Betaram. Si possible, avant la fin de la présente année scolaire, je vous invite également à m'adresser tout rapport que vous jugerez utile sur le comportement de Madame Gulung et à indiquer également vos observations éventuelles dans le cadre de la procédure de notation administrative. C'est le recteur qui s'adresse ainsi au chef de l'établissement Betaram. Et dans le même courrier, à propos donc de la
question de la reconduction de l'inscription de cet enfant dont le père a déposé plainte, le recteur indique « Vous pouvez tout à fait mettre fin au contrat d'enseignement de droit privé passé entre votre établissement et un élève ou son représentant légal ». Quelle est votre appréciation sur cette correspondance? Vous avez indiqué que vous n'avez jamais entretenu directement une correspondance avec un chef d'établissement. Vous voyez la nature de la correspondance. Hein. On voit un recteur qui conseille de façon très précise un chef d'établissement pour lui permettre de faire en sorte que la lanceuse d'alerte quitte l'établissement, pour lui permettre de faire en sorte que l'enfant dont le père a déposé plainte quitte l'établissement. Quel est votre regard de rectrice, de recteur sur cette correspondance? Regard sidéré. Je dirais n'aurait pas lieu actuellement. Tout à fait. Alors une dernière question, parce que en matière de violence, on nous dit trop souvent, c'était admis à l'époque. Je ne crois pas que dans les années 90, c'était admise des gifles, des coups et encore moins des viols et des agressions sexuelles. Tout ça a été fort heureusement déjà réprimé par la loi. Mais donc je précise ma question, est-ce que ce type de correspondance, dans les années 90, était une pratique directe entre recteur et chef d'établissement? Et est-ce que ce type de correspondance, je vous en ai décrit la nature, vous paraît être quelque chose qui se pratiquait là encore à cette époque? Alors, je ne suis pas sûre qu'on pourra témoigner les uns et les autres pour les années 1990. Ce que je peux indiquer, c'est que je n'ai jamais eu connaissance dans mes fonctions de courriers de cette teneur. J'allais dire y compris des courriers anciens qui peuvent être conservés et dont les recteurs, à leur prise de fonction ou au fil des sujets qu'ils ont à traiter, peuvent être informés. Je n'ai rien à ajouter je dirais la même chose. Et j'ai une dernière question dans la qualité des correspondances entre les recteurs et leurs interlocuteurs. Est-ce que lorsqu'il y a une inspection, un dossier sensible politiquement, comme nous a dit monsieur le recteur de Guyane, il vous arrive d'écrire directement au cabinet du ministre ou au directeur de cabinet du ministre pour le saisir, l'informer, l'alerter? Et est-ce qu'il vous est répondu? Est-ce que c'est des choses qui sont courantes sur des dossiers sensibles? Alors je pense que c'est systématique, hein. Il y a un échange tout à fait fluide entre les recteurs et le directeur de cabinet et le directeur de cabinet adjoint. Même réponse. Absolument. Monsieur Oui, Gelé. également. Très bien. Bien, Oui, nous vous remercions. même réponse. Merci beaucoup. Nous vous remercions et donc nous avons terminé cette audition. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.